Wasserlied, où l'on révèle l'existence d'un Rhin sous le Rhin, ainsi que le mystère du peuple qui y sévit et nous ressemble. Bonjour Jean Vermeil. Bonjour Aline. Et un grand bonjour à Raymond Weidelich qui a illustré ce livre au sujet duquel nous allons nous entretenir longuement avec Jean Vermeil. Et qui nous écoute. Wasserlied. Donc, Wasserlied, aux éditions du Cygne, est classé sous la catégorie alsatique. Mais c'est quand même un alsatique très particulier, où du Fleckenstein à Zurich, on croise des personnages légendaires, réels, imaginaires, ce qui se croise, se frottent. La légende et l'histoire s'entremêlent pour nous faire glisser dans une autre réalité, avec la poésie de Jean Vermeil et les illustrations composées par Raymond Weidelich. Et tout aussi poétique. Dont nous allons vous en montrer quelques-unes au fil de la conversation. Mais avant toute chose, cher Jean, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment s'est faite la rencontre autour de ce projet, de ce livre? Vous avez tout dit avec votre finesse habituelle. C'est le problème de l'alsatique, de l'Alsace. Quelle est notre identité en ce moment où je crains que notre langue natale soit au mal, où il y a peut-être une autre façon de devoir reformuler être alsacien et notre Alsace. Il y a cela. Immédiatement, j'ai entendu une fois à la radio que sous l'Amazone, il y a un énorme fleuve et que des compagnies américaines le savent et s'amusent déjà à pomper l'eau du dessous pour en faire de l'eau en bouteille. Et l'autre chose, c'est la rencontre avec Raymond, que je connais bien depuis longtemps. Et je savais qu'un sujet qui mêle un petit peu le rêve et un petit peu le sarcasme, avec une petite pointe de surréalisme, j'ai pensé que ça pouvait être pour lui et le tilt s'est fait immédiatement. L'eau en bouteille, mais un refus de mettre l'Alsace en bouteille. Absolument, absolument. L'idée, c'est que ce Rhin serait plus pur dessous, avec un petit peuple qui, évidemment, comme vous l'avez dit, charrie toutes les légendes de notre Alsace, c'est-à-dire notre patrimoine, notre identité, et réapparaît dans les fontaines dessus. Mais il y a les méchants qui veulent mettre l'eau sale d'en haut, dedans, parce que ça ne se voit pas, même si l'eau est plus pure dessous. Et là, il y a une petite pointe pour certains écologistes patentés qui sont prêts à toutes les bassesses, j'allais dire comme les autres. Oui, vous avez évoqué les fontaines et effectivement ces fontaines que vous nous invitez à visiter, à aller à la rencontre des différents sites où des fontaines existent et vous racontez cette émergence, cette construction avec les sourcières, les puisatiers, les fontainiers. Comment sont venus ces personnages? Et ils sont venus à la lecture de nos bons auteurs. Il y a quelques livres vraiment très bien faits là-dessus, que j'ai modestement relus et où j'ai emprunté 2 ou 3 choses. Je ne dis pas les noms, je ne retiens pas les noms, mais ils sont en bibliographie. Et il y a cette idée que ces émergences seraient comme des espèces de bouffées, j'allais dire un peu comme la lave, puisque le Rhin cache un ancien volcan. Ça serait une espèce de lave de ce qui reste de nous, ou de ce qui doit rester de nous, ou ce que nous allons magnifier peut-être dans une autre formulation. Et toutes ces choses-là, il faut qu'elles émergent de temps en temps. Alors oui, j'ai repris quelques légendes, effectivement. Quelques légendes, mais aussi de l'histoire vraie, dans la mesure où elle existe, puisque on va même juste croiser aussi Katharina Zell, et donc le protestantisme, mais par une porte bien particulière. Parmi toutes les grandes légendes que le Rhin charriait, il y a effectivement ces grands bateaux de l'époque, ceux qui pêchaient du saumon. Vous savez, les ouvriers ne voulaient plus de saumon, c'était trop ordinaire. Et il y a aussi des légendes. Je tire ça jusqu'aux légendes d'aujourd'hui, et j'ai même ajouté Tinguely, qui charrie son Klamauk, et j'ai aussi pensé
à tous ces sacs d'or ou ces sacs de dollars qui passent de la Suisse à l'Europe et de l'Europe à la Suisse, effectivement. Mais je reviens quand même à Katharina Zell et au protestantisme. On vous doit un certain nombre d'écrits aussi autour de ça, autour de l'opéra, tout ça. Jean Vermeil, c'est quand même une carrière assez longue. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, de votre démarche d'auteur, de votre démarche de critique musicale et autres? Écoutez, c'est très simple. Je suis un métis. Je suis un métis d'un père cévenol qui, voyant la famille s'abîmer dans la consanguinité, est allé chercher du sang frais en Alsace. Sang frais et protestant, puisque lui-même était un huguenot. Je descends des Camisards qui ont fait le coup de feu dans les Cévennes. Et alors, de cette bâtardise, de ce métissage que j'assume avec beaucoup de fierté, bien sûr, il y a cette envie, effectivement, de toujours voir ce qu'il y a sous les choses. Nous sommes dans un état où c'est assez étonnant d'être protestant, vous savez. On a affaire souvent à des gens qui ont charri encore des vieux orgueils catholiques du XVIIe, XVIIIe siècle, lorsqu'il y a eu une reprise en main. Et en même temps, nous charrions cette fierté d'être protestant et de voir notre calvinisme, notre protestantisme français, être devenu, quand les Anglais nous l'ont volé, la religion du monde. Donc c'est une façon assez ironique de savoir que quelque part nous avons très bien fait et d'autre part que peut-être la France n'en a pas tout à fait profité. Alors c'est dans ces grincements qu'il peut y avoir des tas de reproches et qu'il peut y avoir des tas de sourires. Alors il y a parfois des reproches, il y a parfois des sourires. Ici, je dois dire que c'est un Rhin parfaitement laïque, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des petites pointes. Il y a une des barques qui, sous le Rhin, charrie les bonnes choses et les mauvaises choses, où j'ai mis ensemble, mais de façon un peu feutrée, Monseigneur Elchinger, avec ses vilaines sorties sur nos amis gays. Et puis, de l'autre côté, eh ben, le petit Serge Gainsbourg, qui se fait houspiller par les parachutistes. Et je trouve que cette barque, avec ces deux personnages, qui certainement changeraient d'avis maintenant, d'ailleurs, hein, je pense que surtout l'évêque ferait plus attention, je trouve ça absolument savoureux. Ça fait partie de nos petites contradictions. Oui, et en fait, il y a plein de rencontres comme ça, improbables, au fil des pages de ce livre, et qui sont, comme nous le disions, aussi illustrées par les collages, les montages de Raymond Weidelich. Et voilà, on va vous montrer quelques images. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu quelque chose aussi? Alors, c'est une rencontre de l'intelligence. Nos discussions pour parler du fond, de la philosophie de tout ça, a duré moins d'une minute. Raymond avait tout reniflé. Et c'est extraordinaire, ça. Moi, je lui ai fourni, parce que ce sont mes deux jambes, puisque vous parliez de ma carrière, j'ai fait à la fois de la critique musicale et de la critique d'architecture, grâce à Xenakis, qui était grand compositeur et qui avait été l'assistant du Corbusier. Et donc, avec cette rencontre, j'ai pu lui apporter des fonds, des très jolis fonds de décors d'opéra et aussi des fonds de très belles planches d'architecture, en particulier l'Opéra de Paris, du XIXe siècle. Et avec ces fonds, il a su réagir admirablement, puisqu'il a choisi évidemment tout ce qui peut être rhénan, du Jérôme Bosch, de tous ces grands auteurs, et il les a associés, il les a montés, il les a collés à la Max Ernst, à la surréalisme avec quelque chose de plus, d'extrêmement tendre et d'un petit peu fragile, un peu critique comme ça. Et ça, c'est tout à fait beau de sa part. Alors le collage eux-mêmes, c'est une astuce qu'il a parce qu'il l'avoue, il ne peut plus les faire et il est un peu fatigué. Donc il envoie les planches au Vietnam et elles lui reviennent quelques semaines après, magnifiquement découpées. Donc c'est encore une petite miette de francophonie, une petite miette de sourire. Et une petite miette de toutes ces rencontres, c'est vraiment le mot qui vient à l'esprit en lisant ce livre.
Parce que, voilà, il y a tellement de références dedans qu'on a presque le vertige. Elles sont faites pour donner ce vertige, c'est tout. J'ai une amie qui a voulu les explorer parce qu'elle adore ça, elle fut bibliothécaire sur les réseaux et apparemment il semble que tout soit juste. Vous savez, c'est comme à la fin du Moyen-Âge, il y a un instrument de musique qui a été créé, ou disons qui a été agrandi, c'est l'orgue. Et l'orgue, qu'est-ce que c'est? C'est toute la collection des instruments de 3 ou 4 siècles auparavant. Et ces instruments ne sont pas faits pour être entendus l'un à côté de l'autre, tous ces tuyaux, je veux dire, mais ensemble. Donc c'est cette espèce de cacophonie de réminiscence, je ne veux pas dire référence parce que ça ferait trop sérieux, qui servent à faire une nouvelle matière. C'est peut-être là que j'ai cherché effectivement une idée d'alsatique, où nous serions à l'époque qui fait ou le tri, ou l'amalgame, ou le mélange, ou le vrac, ou, je ne sais pas, le remuage, et il doit en sortir quelque chose. Ça n'est pas je trie et je jette, comme l'écrivait André Weckmann, c'est plus je rassemble, c'est pas mélangé, c'est vraiment entremêlé. Il y a quelque chose qui nous mène vers une source. Ça n'est pas un jeu de mots, c'est réel. Je vais vous dire quelque chose d'un peu plus charnel, un peu plus alsacien, c'était les boulettes de viande. Et lorsque j'étais petit, ma grand-mère les faisait. Tout le monde parlait alsacien sauf moi, j'étais le fils du français. Et ces boulettes de viande, on amalgame du pain, on amalgame, vous savez, un peu d'épices, un petit peu de persil, du pain aussi. Et alors quand on les presse, ça coule entre les doigts. Et c'est absolument magique. Et c'est une espèce d'eau charnelle. Et là, je dois dire que j'ai beaucoup aimé ça. Je vous parle de ces Alsaciennes parce que je leur en veux. L'Alsacien était devenu pour elles la langue pour se plaindre des hommes. Elles avaient peut-être des raisons de se plaindre de leurs hommes, ou je ne pense pas plus que d'autres femmes, mais elles en avaient. Et moi, j'étais là et j'étais exclu de cette langue, qui était toujours la langue de la plainte et un petit peu du reproche. Et je crois que c'est une des formulations de la disparition ou de la perte d'importance d'une langue aussi. Ou la langue du secret aussi. C'était la langue du secret, c'était la langue des femmes. Oui, donc je ne l'ai apprise que loin, mon père a eu des postes ici et là, et donc je parle très bien l'allemand, mais je ne sais plus trop, ou je mélange beaucoup mon alsacien avec de l'allemand. Ben, tant mieux, c'est ce qu'il faut. C'est ça, c'est la triphonie d'Adrien Fink et des autres. En effet, je ne dévoile rien en disant que la dernière phrase du livre, c'est « On ne salira plus jamais l'esprit d'Alsace, puisqu'il n'y aura plus d'Alsaciens ». Donc vous nous menez vers ça, vers cette question-là. Je nous mène vers la question, parce que je suis dans le bateau, puisqu'il s'agit de bateau sur le Rhin et sous le Rhin. Oui, ça c'est un autre épisode. À peu près au même moment, j'avais entendu à la radio que si jamais un volcan devait se réveiller, ça serait dans le Palatinat, à l'Orar, et qu'il ferait exploser toutes les grandes capitales, sauf Rome, qui est un petit peu plus loin. Et j'ai trouvé cette espèce d'idée de suicide naturel à côté d'un Rhin beau qui commence à être frelaté. J'ai trouvé que c'était une espèce de mélange, un télescopage, vous savez, le chaud et le froid, l'explosif. Et j'aimerais qu'il sorte de cette explosion une espèce d'ardeur. Il y a eu des ardeurs dans les années 70, vous les avez vécues comme moi. Je sentais bien, et j'en avais un peu peur, que c'était presque comme un bouquet funéraire, un chant du cygne, avec un CY. C'était un petit peu navrant. À l'époque, j'habitais en Bretagne, et je voyais tous les efforts des Bretons pour obtenir leurs écoles, etc. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, c'est comme un peu l'écologie et tous ces animaux qui disparaissent. Nous en sommes arrivés à un tel degré de perte qu'il faut réagir ou crever. Et je crois que nous devrions faire ça. Et c'est vrai que c'est une manière de réagir. Et en fait, finalement, c'est Wasserlied. Est-ce que ce sont des êtres bénéfiques ou maléfiques? Ou les deux? Il y a les bénéfiques, et sur le quai d'en face, dans ce Rhin de dessous, il y en a quelques-uns qui sont méchants. Et il y a le conflit des bons et des méchants. Et évidemment, comme les bons et les méchants sont de sale garnement, c'est une femme,
je crois qu'elle est du côté des bons, mais elle aurait pu être de l'autre côté, qui leur dit par-dessous la cathédrale, écoutez, arrêtez d'être imbéciles et réconciliez-vous. Et ça, c'est ce rôle fort des femmes qui savent faire ça. Et en même temps, c'est retrouver cette belle légende du lac sous la cathédrale, dont il y avait une résurgence qui a disparu, hélas, dans un magasin catalan, je crois. C'était la source, le puits du magasin de jouets Véry, si vous vous souvenez. Oui, Voilà. tout Eh à bien, fait. je crois qu'il est caché sous un bloc, et dessus, il doit y avoir des robes ou je ne sais quoi à la mode. Mais j'aimerais bien revoir ce puits où allaient les cigognes. Nous le reverrons peut-être tous un jour. Mais sous d'autres cieux. Je ne sais pas. Oui, mais bien sûr, un livre, un alsatique qui, vu la légende, l'atmosphère, pouvait difficilement passer à côté de la cathédrale sans l'évoquer. Mais à côté de la cathédrale, il y a aussi ce fameux caveau du futur qu'a imaginé Raymond Weidelich, qui doit être ouvert en 3790 avec... Et là aussi, il y a une démarche comme ça en même temps avec une grande pointe d'humour, mais est-ce réellement uniquement de l'humour, de l'ironie, ou à travers le passé, on va interpeller l'avenir, le futur? C'est pareil. Raymond est contemporain de l'art contemporain, celui qu'on appelait l'avant-garde, et cette idée d'enfouissement, il l'a emprunté ou il l'a eu en même temps. Vous savez, il y a des tas de coïncidences d'époque. Speury qui a enterré son banquet. Et là, ce qui est bien de la part de Raymond, c'est que non seulement il a fait l'enfouissement, qui est le côté archéologique, mais il l'a fait plutôt sous la forme d'un trésor, d'un coffre, qui peut garder des choses inaltérables. Et ces choses inaltérables, avec sa finesse et sa modestie, c'est à la fois des choses savantes et simples, populaires, riches, etc. Et c'est cette malle qu'il va falloir ressortir un jour ou l'autre. C'est là qu'il a rajouté au nihilisme un peu de Speury, il a rajouté quelque chose de cet espoir rhénin. N'oubliez pas que le Rhin, c'est quand même plus ou moins le dadaïsme aussi. Et c'est le spartakisme. Nous avons charrié des tas de révolutions. Des tas de révolutions. Et pensez à ce pays de Bade qui a l'air si pacifique, et qui est quand même le pays du docteur Faust, et qui est quand même aussi le pays de Frida Kahlo, puisque son papa était de là-bas. Et effectivement, je vous écoutais, j'étais en train d'avoir plein d'images dans la tête. Je pensais à ce que vous disiez, donc des choses très simples et des choses beaucoup plus sophistiquées dans ce caveau du futur de notre ami Raymond Weidelich. Mais là aussi, dans ce livre, il y a beaucoup de choses très simples et des choses, complètement inattendues par leur côté presque baroque, parce que tout à coup, on va surgir Sherlock Holmes quand même. Ah oui, oui. Et je sais, j'ai un charmant collègue, Fortier, qui l'a fait aussi. Mais c'était à peu près au même moment que nous l'avons imaginé. Vous savez, ce livre a traîné. Je fais une parenthèse, il pose le problème de l'alsatique et du marché de l'alsatique, qui est en mauvais point, parce qu'il y a une réponse qui ne vient pas, ou est-ce qu'il y a une question qui ne se pose plus, je ne sais pas. On a tous été pris par la grande essoreuse des écrans, d'Internet, etc., où une langue véhiculaire, une langue orale, a du mal à se défendre. Et il en est l'alsacien comme de grandes langues autres. Je pense à l'Afrique du Nord et tout ça. Mais oui, vous me faites rêver là. Continuez. Oui. Non, j'évoque Sherlock Holmes qui est tout à coup... Alors Sherlock, voilà. C'est tout simplement parce que les chutes où il est tombé, c'est aussi le Rhin. En tirant un peu, c'est le Rhin. Voilà. Donc je me suis amusé à me dire, et s'il y avait des sources, un lieu-dit qui, comme les sources, aurait le même nom et se retrouverait en Alsace. Il y en a un
à la frontière nord avec l'Allemagne du côté de Wissembourg. Et donc, j'ai rapproché les deux noms et j'ai fait un tout petit télescopage. Oui, enfin, il y en a quelques-uns des télescopages aussi. Mais je suis heureux que Jacques ait eu la même idée que moi, ça veut dire qu'elle est bonne. Parce que c'est un maître sûr, lui. Mais c'est vous aussi. Merci. Vous aussi. Et donc pour revenir à cette rencontre, à cette collaboration avec Raymond Weidlich, vous avez évoqué tout à l'heure l'histoire du saumon du Rhin qu'un jour les habitants, les pêcheurs refusaient de manger parce que voilà, il y en avait trop. C'est vrai que la question des espèces en voie de disparition est éminemment présente. C'est aussi un livre qui fait réfléchir. Mais oui, et j'allais dire, nous sommes de ces animaux. Lit. Il y a un livre de Crumb qui s'appelle aussi, qui joue sur Lit en yiddish de New York. Je crois que c'est Kinderlit ou un truc comme ça. Et ça m'a beaucoup amusé de voir une fois dans nos bonnes librairies, Quai des Brumes par exemple, ou la Maison d'ici, de voir ce livre-là qui avait repris l'idée du Lit, les Leute, le petit peuple. Et c'est ce petit peuple, est-ce qu'il y a encore du peuple d'ailleurs? Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et ensuite cette façon de cri, peut-être parfois abusif, mais c'est un cri notoire de gens qui veulent exister. Et la station de radio Dreieckland s'appelle maintenant DKL, comme si c'était trop compliqué d'avoir en bouche Dreieckland, ou que ce n'était plus assez vendable. Et si encore DKL pouvait faire français, mais ça fait américain. Ce sont des petites choses qui me gênent, ce sont des petites pertes tous les jours, comme ça, que je constate. Mais votre livre me fait penser aussi à un entretien que j'ai eu la joie de mener il y a quelques jours avec Amin Malouf qui parle de nos frères inattendus. D'un coup, une civilisation qui surgit pour nous alerter sur ce que nous sommes en train de faire et qui en même temps porte un message d'espoir sur ce qu'il est possible de faire. Vous êtes aussi dans cette veine-là? Il n'y a rien de pessimiste. C'est juste pour pousser un coup de gueule. Ce cas, c'est que c'est fait dans une belle écriture et dans des beaux dessins. Imaginez que quand même notre ami Raymond a renoncé à ses fétiches, c'est-à-dire le crocodile et c'est-à-dire le corbeau. Et il l'a fait dans cette finesse et cette intelligence et cette souplesse. Et je voudrais dire, eu égard à son âge, à sa grande jeunesse. C'est extraordinaire de le voir si bien réagir. Et effectivement, la transmission peut se faire par cette interrogation. C'est Dada, c'est l'Alsace, c'est ce que l'Alsace a su être de rouge, de révolté, que ce soit la guerre des paysans, tous ces moments de révolte, à côté de ça des moments de tranquillité. Là, nous sommes dans un moment de panique, d'autant plus que nous avons baissé le masque, mais nous allons le remettre tout de suite. Donc, il y a ces grandes paniques. Regardez ces voitures qui sont énormes maintenant. Les gens se protègent dans des chars. C'est impressionnant. Mais je crois que c'est quand même de là que viendra quelque chose. Est-ce que ça sera un Rhin élargi? Est-ce que nos amis allemands sauront sourire? Est-ce que nos amis hollandais viendront recommencer, comme du temps de Lobet, à venir éclairer Strasbourg? C'est ça qui serait intéressant. C'est là qu'il y a des choses à venir. Alors, encore faut-il que nous les invitions, comme l'avait fait Sophie Teuber-Harp et Hans-Jean Harp à l'époque. Eh oui, bien sûr. C'est aussi cette tradition de l'hospitalité qui est présente avec la démarche que vous faites dans l'ensemble de vos écrits d'ailleurs. Mais c'est la beauté de cette librairie Kléber, et le talent de notre ami Wolf-Hermann qui est juste derrière la caméra, c'est que il faut faire venir, et puis quand ce ne sont pas ici ces réunions, c'est ce qu'il fait en face ou ailleurs,
avec ses grandes librairies, etc. C'est magnifique. Il faut savoir accueillir. Et je suis bien heureux que notre Parlement européen va peut-être se réveiller, parce que là aussi, il y a du mélange à faire. C'est vrai que l'Europe est importante pour Strasbourg, pour l'Alsace depuis toujours. Et effectivement, dans ces rencontres improbables aussi, dans ce livre, on sent qu'il y a tout ça qui est présent. Mais oui, écoutez, si vous voulez vraiment être honnête, Strasbourg, c'est un camp militaire romain. Ce sont des militaires, une légion qui vient d'Extrême-Orient, c'est-à-dire de ce qui est maintenant la Turquie. Ce sont des bougnoules. Ce sont, dit avec tout le respect, toute la gentillesse, comme un défi, hein, bien sûr. Je veux dire, ce sont des orientaux qui se mélangent avec une population celte. Il y a des Germains qui viennent dessus, il y a des Bourguignons, il y a ensuite absolument tout. Regardez l'émigration industrielle avec des Italiens, des Polonais. Tout ça se mélange. Et chaque fois, ça se mélange et chaque fois, il en sort quelque chose de bien. Et je crois que nous devons continuer à être un mélange. Strasbourg, la ville du croisement. Oui, je reviens encore une fois au Muta Rotnegra, donc le roman science-fiction de Raymond Weidelich, qui justement fait référence à Argentoratum aussi dans ses écrits. Mais nous avons le même sang. Si la réunion importante a duré 1 minute, c'est que ça suffisait pour lancer les antennes et les rapprocher. Tout son œuvre avec sa Lydia Jacob et tout ça, toute son œuvre crie ça aussi. C'est la rencontre, la gourmandise, une certaine fraîcheur aussi. Je vous dis, il n'y a pas d'âge entre nous. Je ne suis pas plus tout à fait jeune non plus, mais lui est encore plus jeune que moi. C'est extraordinaire. Et je crois que c'est cette fraîcheur que nous devrions avoir. Oui, et cette jeunesse dont nous sommes aussi, redevables aux jeunes aujourd'hui. Ah oui, ah oui. Et dans ce geste de transmission qui est un appel à aller voir, à aller chercher, comme l'a fait votre ami, à surfer sur tous les moteurs de recherche pour trouver effectivement, mais de quoi il nous parle là avec son Klamauk, avec tout ça, on rencontre Tingley, mais il parle de quoi, enfin, et de la même manière avec dans les premières pages avec les héros du Fleckenstein, j'oublie le nom pour l'instant. Voilà, c'est ça aussi dans cette transmission qui est un questionnement, qui n'est pas asséner des vérités. Et vous voyez, cette amie, avec son appareil, elle fait exactement ce que je souhaitais, c'est qu'il y a des références, ou alourdir ça en faisant un gros ouvrage de référence, ou offrir des passerelles simplement parce que chacun de nous, je me suis même surpris moi à l'opéra, à chercher la date de l'opéra ou le chanteur qui l'avait créé en 1730, il y a toujours cette envie, même qui est provoquée. Si je parle de l'orchestre de Strasbourg, c'est qu'il provoque maintenant cette envie et il répond. Il y a des réponses prêtes pendant le concert. Il y a cette façon de sautiller et j'allais dire, j'ai mis l'Alsace dans cette danse de référence et de référentiel. Qu'on accepte ou pas, on peut très bien passer. On peut très bien passer et se laisser à l'exotisme des mots, mais on peut très bien aussi vouloir de chacun qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça va faire une rencontre dans ma tête, etc. Vous nous invitez vraiment à découvrir toute la légèreté de l'être alsacien. Complètement. Et je sais si les Français sont venus peut-être d'une façon un peu brutale, avec plus de dentelle que nos amis allemands, mais brutale quand même. Mais ils nous ont apporté cette légèreté. Ça, c'est notre grand pouvoir, c'est d'être capable d'être profond et d'être léger en même temps. Ce qui nous rapproche un peu des Belges, d'ailleurs, je crois. Il y a une question. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et on nous demande une lecture commune. Vous allez peut-être pouvoir terminer la rencontre avec cette lecture. Et on nous demande quand même quelqu'un nous dit, le livre se termine par la phrase de Jean Vermeil, « On ne salira plus jamais l'esprit d'Alsace puisqu'il n'y aura plus d'Alsaciens ». Notre ami ou amieux, je ne sais pas,
arrive un tout petit peu tard parce que Aline m'a posé dûment la question, mais je la répète très volontiers puisque on est dans les références et dans l'œuvre qui tourne. Oui, c'est simplement une espèce de coup de pied dans nos fesses, dans notre cul que je lance en disant qu'il y a peut-être un volcan, dans pas très longtemps, quelques centaines de milliers d'années, qui va exploser là. Donc il serait le temps de se dépêcher d'être à nouveau quelque chose, d'être à nouveau l'Alsace. Et peut-on terminer par une lecture? Alors je laisserai Aline toute seule parce que j'ai oublié mes lunettes. Aidez-moi à choisir le moment, Jean. Au hasard. Au hasard, allez. On va ouvrir au hasard. Peut-être les fontaines d'Alsace naissent à l'aube, le début. On va qui est prendre magnifique. le début, voilà. Nous dit Une invitation à aller vers les sources. Je suis un peu hypocrite. C'est vrai que je n'ai pas mes lunettes, mais quand on sait quelle fameuse lectrice et auteure est Aline, on ne lit pas devant elle. Merci, Jean. Les fontaines d'Alsace naissent à l'aube. Douces et roses, elles lavent déjà un premier matin. Après leurs aînés, elles poussent un fût orgueilleux au cœur d'un bassin de pierre. L'eau coule et marie ces principes qui font la campagne féconde et la ville industrieuse. Les fontaines d'Alsace naissent insondables à l'aube, mais elles ne surgissent pas de la simple rosée. Ni leur eau, ni leurs pierres ne proviennent des humeurs du ciel. Depuis toujours, un peuple discret crée les fontaines d'Alsace et les entretient, les Wasserlied. On ne les voit pas, ils sont là. On ne les attend pas, ils travaillent. On ne les cherche pas, ils sont déjà là. Les Wasserlied sillonnent le pays et ils réparent et ils créent les fontaines qui semblent couler d'éternité. Qui sont-ils? Nul ne le sait. Ils œuvrent de nuit. Rester réveillés pour les percer? Ils le savent. Ils ne viendront pas. On dit qu'ils iraient par trois, parcourant la plaine, la forêt et les monts. Ils portent un costume de tout temps qui serait celte comme renaissant, noble ou moderne. Ils se parlent peu. Leur rôle est exactement défini. Voici la première, jeune femme au regard laiteux, la sourcière. Elle tend le coudrier qui l'amène en pas saccadé de par la ferme ou le quartier. Enfin, le coudrier frémit. Elle crie lorsqu'il lui jaillit des doigts. C'est ici que cela sera. La sourcière sourit et se couche épuisée. Voici le second Wasserlied. Un gars trapu qui plonge aussitôt la pioche et recrache la terre tout droit vers le sol, de pelleté en pelleté jusqu'à la veine d'eau. Le puisatier. Cependant, le troisième, aux très longs doigts, taille déjà la pierre et la sculpte selon ce qu'il sent des alentours. Un symbole pour les réformés, un saint pour les Romains, un dieu grec aux érudits et eux-mêmes en mariés chez les fermiers. Quand l'aube déchire la nuit, la fontaine coule, sereine dans la rosée. Les édiles sont éblouis, les enfants s'éclaboussent. La fontaine vient de paraître. Elle fut toujours là, elle coulera toujours. Eh bien, écoutez, vous m'avez fait redécouvrir. Nous avons de merveilleux poètes en Alsace, je pense à Jean-Paul Clé ou notre ami Pierre Houston, mais je crois que je ne suis pas trop ridicule à côté d'eux. Ah, mais c'est un très grand plaisir de lecture, cher Jean. Donc j'invite tous nos auditeurs, spectateurs à découvrir nos Wasserlied, à découvrir leur cheminement à travers l'Alsace et ailleurs, et à aller jusqu'aux sources profondes du Rhin. Merci beaucoup.